Ouvrons ce journal par de toutes nouvelles images vidéo amateurs de l'attaque terroriste. Alors, une trentaine d'heures après ces attaques, on est en mesure maintenant de reconstituer assez précisément le déroulement des événements. Les premières images qui nous parvenaient hier après-midi étaient impensables. Tout le monde pensait regarder un film de fiction, mauvais film malheureusement. Jules, this is Ryan. Was on an airplane that's been hijacked. If things don't go well, it's not looking good. I just want you to know I absolutely love you. I want you to do good. Go have a good time. Same to my parents and everybody. And I just totally love you, and I will see you later. Bye, Dave. Tu te souviens peut-être de ces images. 11 septembre 2001, 8h46 du matin, un Boeing 767 s'encastre dans la tour nord du World Trade Center à New York. Et 17 minutes plus tard, un deuxième avion frappe la tour sud en direct devant des millions de téléspectateurs. C'est le début de l'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire moderne. Et pourtant, quelques heures avant, personne ne se doute de rien. On va revenir à cet instant précis et suivre le fil des événements qui vont plonger la planète dans le chaos, la stupeur et la colère. Mais accroche-toi bien parce que ce que tu vas découvrir aussi, c'est une autre histoire. Celle de courage de personnes ordinaires qui, face au danger, ont choisi d'aider, de protéger et parfois de risquer même leur propre vie pour sauver des inconnus. Bienvenue dans les attentats du 11 septembre. Avant ce matin fatidique, les États-Unis vivent dans une forme d'insouciance. La guerre froide est terminée depuis 10 ans, l'économie est florissante et le pays se sent intouchable sur son propre sol. La dernière attaque étrangère remonte à Pearl Harbor en 1941, 60 ans plus tôt. New York, en cette rentrée de septembre, bat au rythme de ses gratte-ciel, de Wall Street et de ses 8 millions d'habitants. Au cœur de Manhattan, les tours jumelles du World Trade Center dominent le paysage depuis 1973. 2 colosses d'acier et de verre de 110 étages chacun, culminant à plus de 415 mètres. Chaque jour, environ 50 000 personnes y travaillent et près de 200 000 personnes fréquentent le complexe quotidiennement, incluant les navetteurs, les touristes et les visiteurs d'affaires. C'est le symbole de la puissance économique américaine, un concentré de la mondialisation dans quelques hectares du sud de Manhattan. Personne n'imagine qu'un groupe de terroristes puisse frapper le cœur de cette superpuissance. Et pourtant, la menace existe déjà. En 1993, un attentat à la bombe dans le parking souterrain du World Trade Center avait fait 6 morts et plus de 1000 blessés. Un avertissement que beaucoup ont oublié. Car loin de New York, dans les montagnes d'Afghanistan, un homme prépare sa vengeance contre l'Amérique depuis des années. Oussama Ben Laden, fils milliardaire saoudien devenu chef du réseau terroriste Al-Qaïda, a déclaré une guerre sainte contre les États-Unis dès 1996. Les actes suivent les mots. Le 7 août 1998, ces hommes font exploser les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, tuant 224 personnes. En octobre 2000, un attentat suicide contre le destroyer USS Cole au Yémen entraîne la mort de 17 marins américains. Et Ben Laden ne se cache même plus. Il apparaît dans des vidéos, il lance des appels au djihad et le cerveau opérationnel de la future attaque s'appelle Khalid Sheikh Mohammed. C'est lui qui a imaginé le plan, détourner simultanément 4 avions de ligne américains et les transformer en missiles guidés contre des cibles symboliques. Le World Trade Center, le Pentagone et probablement le Capitole ou la Maison Blanche. Pour exécuter ce plan, Al-Qaïda recrute 19 hommes. Le chef opérationnel sur le terrain s'appelle Mohamed Atta, un Égyptien de 33 ans formé à Hambourg en Allemagne.
où une cellule djihadiste opère dans l'ombre depuis la fin des années 90. Plusieurs de ces futurs pirates de l'air s'inscrivent à des cours de pilotage en Floride et en Arizona, payant comptant, apprenant à piloter des gros porteurs sans se soucier d'apprendre à atterrir. Les signaux d'alerte existent. Le FBI et la CIA détiennent des bribes d'informations, mais les agences ne communiquent pas entre elles. Le puzzle reste éparpillé. L'Amérique ne voit pas le coup venir. Ce 10 septembre 2001, au soir, rien ne laisse présager le drame. Du coup, les New-Yorkais rentrent chez eux après le travail, profitent d'une douce soirée de fin d'été. Et à l'aéroport de Boston, Mohamed Atta et ses complices vérifient une dernière fois leur billet d'avion pour le lendemain. 4 équipes, 4 vols, 4 cibles. L'Amérique s'endort paisiblement et elle ne sait pas encore que le monde va sombrer dans quelques heures. Le mardi 11 septembre 2001, le ciel est d'un bleu limpide au-dessus de la côte est des États-Unis. Un temps magnifique, sans un nuage. À 7h59, le vol 11 d'American Airlines décolle de l'aéroport de Boston Logan à destination de Los Angeles. C'est un Boeing 767 avec 92 personnes à bord, dont 5 terroristes menés par Mohamed Atta. Quelques minutes plus tard, à 8h14, le vol 175 d'United Airlines quitte le même aéroport, aussi pour Los Angeles. 65 personnes à bord, dont 5 pirates de l'air. Depuis l'aéroport de Washington Dulles, le vol 77 d'American Airlines a décollé à 8h10, avec 64 passagers, dont 5 terroristes. Et enfin, à 8h42, le vol 93 d'United Airlines quitte Newark, près de New York, à destination de San Francisco. 44 personnes à bord, dont 4 pirates de l'air. Ce léger retard au décollage jouera un rôle crucial. À 8h14, les premiers signes du détournement apparaissent sur le vol 11. Les pirates de l'air se lèvent, forcent l'accès au cockpit à l'aide de cutters et de bombes factices. L'une des hôtesses de l'air, Betty Young, parvient à appeler discrètement la compagnie pour signaler le détournement. Sa voix est calme, professionnelle, mais on y sent la peur contenue. Elle décrit des passagers aspergés d'un produit irritant, des blessés, un pilote poignardé. L'information remonte à la FAA, qui est l'autorité fédérale de l'aviation américaine. Mais personne ne sait encore ce qui va suivre. À 8h46 et 40 secondes, le vol 11 d'American Airlines percute la façade nord de la tour nord du World Trade Center, entre les étages 93 et 99, à une vitesse d'environ 790 km/h. L'impact est colossal. Une boule de feu jaillit du bâtiment. Des dizaines de milliers de litres de kérosène s'enflamment instantanément. Les étages supérieurs sont coupés du monde. Les escaliers sont détruits. Les ascenseurs hors service. Au-dessus de la zone d'impact, plus de 1300 personnes sont piégées sans issue. En dessous, l'évacuation commence, lente et chaotique. À ce moment précis, la plupart des gens pensent à un accident, un avion qui se serait égaré, peut-être qu'il y a eu une panne mécanique. Les chaînes d'information s'emballent, les caméras se braquent sur la tour fumante et c'est en direct devant des millions de téléspectateurs que l'impensable se produit. Oh my God. Oh my God, another plane has just hit another building. Flew right into the middle of it. Explosion. My God, it's right in the middle of the building. À 9h03, le vol 175 d'United Airlines frappe la tour sud entre les étages 77 et 85, à plus de 950 km/h. L'explosion est filmée en direct par des dizaines de caméras. Le monde entier voit l'avion s'engouffrer dans la tour. La boule de feu traversait le bâtiment de part en part. En une fraction de seconde, le doute s'effondre. Ce n'est pas un accident, c'est une attaque.
L'Amérique est attaquée sur son propre sol. Dans les tours, c'est la panique. Des milliers de personnes tentent de descendre par des escaliers bondés, enfumés et plongés dans l'obscurité. L'eau des systèmes anti-incendie coule partout, mélangée au kérosène, rendant les marches glissantes. À contre-courant de cette marée humaine qui descend, les pompiers du FDNY, qui est le service des pompiers de New York, eux, mentent. Chargés de 30 kilos de matériel, ils grimpent étage par étage, sachant que chaque pas les rapproche du danger. Des centaines d'entre eux ne redescendront jamais. Pendant ce temps, dans les étages supérieurs des 2 tours, des centaines de personnes sont prises au piège au-dessus des zones d'impact. La fumée est irrespirable et la chaleur insoutenable. Des gens brisent les fenêtres pour tenter de respirer. Certains agitent des draps ou des vêtements. Des tentatives d'appel à l'aide désespérées qui sont visibles depuis le sol. Et puis, des silhouettes commencent à tomber. Des hommes et des femmes sautent dans le vide depuis le 90e ou le 100e étage. Ils préfèrent choisir leur fin plutôt que de brûler vifs. Cette image, ce corps en chute libre le long de la façade de la tour nord, deviendra l'une des photographies les plus marquantes du XXIe siècle, connue sous le nom de The Falling Man. La scène est horrible, mais là, je vais te parler d'un homme qui va sauver près de 2700 vies ce matin-là. Il s'appelle Rick Rescorla, il a 62 ans, c'est un vétéran de la guerre du Vietnam et il est directeur de la sécurité chez Morgan Stanley, la plus grosse entreprise de la Tour Sud. Rescorla avait anticipé une nouvelle attaque contre le World Trade Center depuis l'attentat de 1993. Il avait imposé des exercices d'évacuation réguliers à tous les employés, malgré les plaintes. Quand le premier avion frappe la tour nord, les haut-parleurs du bâtiment ordonnent à tout le monde de rester à son poste. Rescorla ignore cette consigne, il empoigne son mégaphone et ordonne l'évacuation immédiate de tous les 2700 employés de Morgan Stanley répartis sur 22 étages. Et pour maintenir le calme, il chante dans le mégaphone des chansons de son enfance en Cornouailles. Quand la tour sud est frappée à son tour, la quasi-totalité de ses collègues sont déjà dans les escaliers. Une fois l'évacuation terminée, Rescorla retourne à l'intérieur du bâtiment pour s'assurer que personne n'est resté. On le voit pour la dernière fois au 10e étage, montant les marches. La tour s'effondre peu après. Son corps ne sera jamais retrouvé. Sur les 2700 employés de Morgan Stanley, seuls 13 sont morts ce jour-là. Tous les autres doivent la vie à Rick Rescorla. À 9h37, le vol 77 d'American Airlines s'écrase à 850 km/h sur l'aile ouest du Pentagone, le quartier général de la défense américaine dans la banlieue de Washington. Les abords du Pentagone à Washington ont vite pris des allures de poste médical avancé. Les premiers blessés sortent du siège du ministère de la Défense, hébétés. Les 64 personnes à bord sont tuées sur le coup, ainsi que 125 militaires et civils à l'intérieur du bâtiment. Le Pentagone, symbole de la puissance militaire américaine, est en flammes. La Maison-Blanche est immédiatement évacuée. Mais il reste un 4e avion. Le vol 93 d'United Airlines, qui a décollé de New York avec du retard, vole en direction de Washington. Et dans cet avion, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Quelque chose qui, près de 25 ans plus tard, continue de provoquer des frissons. Le vol 93 est détourné vers 9h28, soit 46 minutes après le décollage. Les 4 terroristes prennent le contrôle du cockpit. Mais grâce au retard au décollage et au temps écoulé, les passagers ont un avantage que ceux des autres vols n'avaient pas, l'information. Depuis leur téléphone, ils appellent leurs proches et ils apprennent ce qui se passe. Ils apprennent que 2 avions se sont écrasés sur le World Trade Center. Ils comprennent que leur avion n'est pas détourné pour obtenir une rançon, c'est un missile humain et ils savent qu'ils vont mourir. Parmi les passagers, un homme de 32 ans, Todd Beamer, père de 2 enfants avec un 3e en route, contacte une opératrice téléphonique et lui décrit la situation avec un calme stupéfiant. Il lui explique que plusieurs passagers ont décidé de reprendre le contrôle de l'avion. Avant de raccrocher, il récite une prière avec elle.
puis demande qu'on transmette un message à sa femme s'il ne s'en sort pas. Say the Lord's Prayer with me. Right now, Todd? Okay. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us of our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, But deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Amen. You ready? Are you guys ready? Ok, let's roll! Allons-y! À 9h57, les passagers et membres d'équipage lancent l'assaut contre les terroristes. On entend sur l'enregistreur de vol des cris, des bruits de lutte, des chariots repas projetés comme béliers. Les terroristes tentent de faire basculer l'avion pour déstabiliser l'attaque. Mais les passagers ne lâchent rien. Voyant qu'ils vont perdre le contrôle, les terroristes décident de crasher l'appareil. À 10h03, le vol 93 s'écrase dans un champ à Shanksville, en Pennsylvanie, à 933 km/h, creusant un cratère de 15 mètres de profondeur. Les 44 personnes à bord sont tuées. L'avion était à 20 minutes de vol de Washington. La cible probable, le Capitole des États-Unis. Retour à New York. À 9h59, un grondement assourdissant déchire Manhattan. La tour sud, frappée en second mais plus gravement touchée, s'effondre sur elle-même en 10 secondes. 110 étages, 200 000 tonnes d'acier et de béton sont pulvérisés. Un nuage gigantesque de poussière, de débris et de cendres envahit les rues du sud de Manhattan comme un tsunami gris. Les gens courent, hurlent, se jettent dans les commerces, les halls d'immeubles. Certains sont avalés par la poussière, plongés dans une obscurité qui est totale en plein jour. « 29 minutes plus tard, à 10h28, la tour nord s'effondre elle aussi. Le cœur de Manhattan ressemble à une zone de guerre. Ce champ de ruines sera bientôt appelé Ground Zero. Un enfer de béton pulvérisé et de métal tordu continue de fumer comme un volcan. Sous les décombres, des centaines de personnes sont ensevelies. Et parmi elles, 343 pompiers du FDNY qui montaient encore les escaliers quand tout s'est écroulé. Le chef du département, Peter Ganchi, l'aumônier des pompiers, le père Michael Judge, ainsi que 19 chefs de bataillon figurent parmi les victimes. Le bilan est cataclysmique. C'est la journée la plus meurtrière de l'histoire des services d'urgence américains. En moins de 2 heures, 4 avions détournés, 2 tours effondrées, le Pentagone en flammes, un avion crashé en Pennsylvanie et près de 3000 morts. L'Amérique est à genoux. Et du coup, alors que le monde retient son souffle, la vraie question c'est de savoir ce que va faire le président et comment le pays va réagir dans les heures qui suivent. Au moment du premier impact, le président George W. Bush se trouve à Sarasota, en Floride, dans une école primaire. Il lit une histoire à des enfants quand son chef de cabinet, Andrew Card, s'approche et lui murmure à l'oreille « Un second avion a frappé la seconde tour, l'Amérique est attaquée !» La scène est filmée. Le visage de Bush se fige. Il reste assis pendant 7 longues minutes, immobile, sous le choc, devant des enfants qui ne comprennent rien. Ces 7 minutes seront parmi les plus commentées et controversées de sa présidence. Bush est ensuite évacué à bord d'Air Force One. Il est emmené dans des bases militaires sécurisées, d'abord en Louisiane, puis dans le Nebraska. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Ce n'est que le soir à 20h30 qui s'adresse à la nation depuis le bureau ovale. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction
between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. Il promet de traquer et punir ceux qui sont responsables de ces actes lâches. L'Amérique est en état de choc, mais une colère immense monte. Dans les heures qui suivent les effondrements, une décision sans précédent est prise. La totalité de l'espace aérien américain est fermée. Pour la première fois de l'histoire, aucun avion ne vole au-dessus des États-Unis. En 2 heures, 4500 appareils sont déroutés vers les aéroports les plus proches. Des milliers de passagers se retrouvent bloqués dans des villes qu'ils ne connaissent pas. Au Canada, la petite ville de Gander, à Terre-Neuve, accueille à elle seule 38 avions et près de 6600 passagers et membres d'équipage, pour une commune qui compte un peu plus de 10 000 résidents. Les habitants ouvrent leurs maisons, leurs écoles, leurs églises pour accueillir ces étrangers en détresse. Cet élan de solidarité extraordinaire sera plus tard immortalisé dans la comédie musicale Come From Away. À New York, la scène est apocalyptique. Le sud de Manhattan est recouvert d'une couche de poussière grise. Des papiers volent partout, des documents de bureau, des mémos, des contrats qui sont emportés par le souffle des effondrements et dispersés sur des kilomètres. Et l'odeur est insoutenable. Il y a un mélange de béton broyé, de plastique fondu, de kérosène et de quelque chose d'autre que personne n'ose nommer. Il y a des affiches missing qui commencent à apparaître partout dans la ville avec les photos des disparus qui comportent leur nom, leur description et un numéro à appeler. Et oui, il y a des milliers d'affiches collées par des familles qui espèrent encore. Sur le site du World Trade Center, rebaptisé Ground Zero, plus de 10 000 sauveteurs, pompiers, policiers, militaires et volontaires se lancent dans une course contre la montre pour retrouver des survivants. Des chiens renifleurs arpentent les décombres. Des grues et des pelleteuses tentent de déplier les montagnes de gravats. Certains secouristes creusent à main nue. L'espoir est mince, mais personne ne veut abandonner. Le soir du 11 septembre, 2 officiers du Port Authority, Will Jimeno et John McLaughlin, sont retrouvés vivants sous les décombres, piégés dans un corridor souterrain. Ils seront parmi les derniers rescapés extraits des ruines. Au total, seule une vingtaine de personnes survivront aux effondrements des tours, dont 16 qui se trouvaient dans un escalier de la tour nord. Le bilan humain officiel est de 2977 morts, hors terroristes, et plus de 6000 blessés. 2753 personnes ont péri au World Trade Center, dont 343 pompiers issus de 75 casernes différentes, 23 policiers et 37 agents du Port Authority. Au Pentagone, 184 personnes ont perdu la vie et 40 passagers et membres d'équipage sont morts dans le crash du vol 93 en Pennsylvanie. Parmi les 2753 victimes du World Trade Center, seuls 293 corps intacts seront retrouvés. Pour beaucoup de familles, il n'y aura jamais de corps à enterrer, juste un vide, un nom sur une liste. Le pays est meurtri, sous le choc, mais la colère grande. Et en quelques heures, les services de renseignement identifient les 19 terroristes et font le lien avec Al-Qaïda. La machine de guerre américaine se met en marche. Dès le lendemain des attentats, le 12 septembre, le président Bush déclare les attaques comme un acte de guerre. Notre peine s'est transformée en colère, et notre colère en détermination. Que nous livrions nos ennemis à la justice, ou que nous fassions justice nous-mêmes, justice sera faite. Le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la résolution 1368 qui reconnaît le droit à la légitime défense des États-Unis. L'OTAN invoque pour la première fois de son histoire l'article 5, la clause de défense collective. Une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Le monde entier est solidaire. Nous sommes tous américains, titre le journal français Le Monde. Le 14 septembre, Bush se rend sur les ruines du Ground Zero. Debout sur un tas de décombres, un mégaphone à la main, il s'adresse aux secouristes épuisés. Quand quelqu'un lui lance qu'il ne l'entend pas, le président répond ces mots devenus célèbres. « Je vous entends, le monde entier vous entend, et bientôt ceux qui ont détruit ces bâtiments vont nous entendre. » La foule des sauveteurs se met à scander « USA, USA !» Ce moment marque un tournant. L'Amérique passe du deuil à la détermination. Mais cette détermination s'accompagne de décisions qui vont profondément transformer la société américaine
et pas toujours dans le bon sens. Et oui, à partir du 26 octobre 2001, le Congrès va adopter le Patriot Act. C'est une loi qui élargit énormément les pouvoirs de surveillance des agences fédérales. Du coup, il y aura des écoutes téléphoniques, surveillance des emails, accès aux relevés bancaires et aux bibliothèques. Tout ça devient possible sans les contrôles judiciaires habituels. En gros, la sécurité passe avant la liberté. En novembre 2002, le Department of Homeland Security est créé, un super ministère qui fusionne 22 agences gouvernementales. Le 7 octobre 2001, moins d'un mois après les attentats, les États-Unis lancent l'opération Enduring Freedom. Les bombardements commencent sur l'Afghanistan, où le régime des talibans abrite et protège Oussama Ben Laden et Al-Qaïda. En quelques semaines, avec l'aide de l'Alliance du Nord afghane, les forces américaines renversent le régime taliban. Kaboul tombe le 13 novembre. Les soldats de l'Alliance du Nord entrent dans Kaboul sans combattre. Kaboul est tombé 24 heures à peine après le début de leur offensive sur la capitale. Mais Ben Laden, lui, s'échappe. Il se réfugie dans les montagnes de Tora Bora, à la frontière pakistanaise, et parvient à disparaître. La traque va durer 10 ans. En mars 2003, les États-Unis lancent une autre guerre, cette fois contre l'Irak de Saddam Hussein, en invoquant des armes de destruction massive qui ne seront jamais trouvées. Cette guerre, bien plus controversée, sera un point de départ d'une instabilité régionale qui perdure encore aujourd'hui. Alors il y a beaucoup d'historiens qui considèrent que l'invasion de l'Irak, qui est justifiée en partie par la peur née du 11 septembre, est l'une des plus grandes erreurs stratégiques de l'histoire américaine récente. L'Amérique a répondu aux attentats par la force, la surveillance et la guerre. Elle y a mis des moyens colossaux. Et quand je dis moyens colossaux, c'est énorme. Des milliers de milliards de dollars dépensés, des centaines de milliers de soldats déployés. Mais finalement, quand on y pense, au-delà de ces chiffres et puis des conflits, que reste-t-il finalement sur le sol américain de toutes ces blessures invisibles qui a été laissées par ce triste matin de septembre ? Le bilan immédiat du 11 septembre est de 2977 morts. Mais ce chiffre, aussi effroyable soit-il, ne raconte qu'une partie de l'histoire, parce que les attentats ont déclenché une vague de souffrance qui dure encore aujourd'hui, près de 25 ans plus tard. Commençons par les sauveteurs, du coup les pompiers, les policiers, les volontaires qui ont travaillé sur le site du Ground Zero pendant des semaines, parfois même des mois, ils ont respiré un air toxique. Le nuage de poussière qui a été libéré par l'effondrement des tours contenait de l'amiante, du plomb, du mercure, de la silice, des dioxines et des centaines d'autres substances dangereuses. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que dès le 13 septembre, l'Agence américaine de protection de l'environnement avait pourtant déclaré que l'air de Manhattan était sûr à respirer, alors que c'était faux. Et cette déclaration prématurée a exposé des milliers de personnes à un danger invisible. Dans les années qui ont suivi, un phénomène médical a été identifié, le syndrome du World Trade Center. Des milliers de sauveteurs et de résidents du sud de Manhattan ont développé des maladies respiratoires graves, des cancers et des troubles immunitaires. En 2010, sous la pression des pompiers de New York et de leurs familles, le Congrès adopte le James Zadroga 9/11 Health and Compensation Act, du nom d'un détective de la police de New York mort d'une maladie respiratoire liée à Ground Zero. Cette loi ouvre un programme de suivi médical et d'indemnisation pour les victimes. En 2021, un fonds d'indemnisation a estimé que le nombre de personnes décédées de maladies liées aux destructions du 11 septembre avait dépassé le nombre de personnes tuées le jour même des attentats. Plus de 3000 morts supplémentaires survenus lentement après des années de combat contre la maladie. Des pompiers qui avaient survécu aux effondrements, emportés par un cancer de poumon 15 ans plus tard. Des volontaires qui avaient déblayé les décombres, fauchés par un mésothéliome qui est un cancer rare et agressif, souvent lié à l'exposition à l'amiante. Et chaque année, la liste continue de s'allonger. Alors l'impact psychologique est un autre héritage lourd du 11 septembre. Il y a des études qui ont montré que des centaines de milliers de New-Yorkais ont développé un syndrome de stress post-traumatique dans les mois et les années qui ont suivi. Et ce n'est pas seulement ceux qui se trouvaient dans les tours, non. Il y a les gens qui ont vu les images en direct, ceux qui ont perdu un proche et ceux qui ont simplement vécu la terreur de cette journée. Beaucoup portent encore cette cicatrice. Il faut s'imaginer qu'il y a près de 3000 enfants qui ont perdu un parent ce matin-là. Et certains d'entre eux n'étaient même pas encore nés.
comme la femme de Todd Beamer, le héros du vol 93, qui était enceinte de leur 3e enfant quand il est mort. Et oui, Morgan Key Beamer est né 4 mois après les attentats, sans jamais avoir connu son père. Et puis, il y a un autre effet, plus profond. Une vague d'islamophobie a déferlé sur les États-Unis et le monde occidental après le 11 septembre. Des millions de musulmans qui n'avaient rien à voir avec Al-Qaïda se sont retrouvés victimes de discrimination, d'agressions verbales et physiques et de suspicions permanentes. Dans les jours qui ont suivi les attentats, des mosquées ont été vandalisées, des Sikhs portant un turban ont été agressés par confusion. Un homme d'origine indienne a même été abattu en Arizona par un Américain qui voulait venger l'Amérique. Cette peur de l'autre, née dans la douleur du 11 septembre, a emprisonné des sociétés entières pendant des années. En parallèle, les guerres lancées par les États-Unis au nom de la lutte contre le terrorisme ont provoqué un bilan humain considérable. Selon les estimations du projet de recherche Cost of Wars de l'Université Brown, les guerres d'Afghanistan, d'Irak et les opérations associées ont causé la mort de plus de 900 000 personnes, dont une majorité de civils. Plus de 7000 soldats américains sont morts au combat et des dizaines de milliers d'autres sont revenus avec des blessures physiques ou psychologiques. Donc on peut voir que le 11 septembre n'a pas seulement détruit des bâtiments et tué des innocents, il a redessiné les frontières de la peur, de la liberté et de la guerre. Et du coup, finalement, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Quel est l'héritage concret de cette journée dans notre monde actuel? Près de 25 ans se sont écoulés, mais le 11 septembre continue de façonner le monde dans lequel nous vivons. À l'emplacement des tours jumelles, 2 immenses bassins rectangulaires occupent les empreintes exactes des fondations. L'eau y tombe en cascade sans fin, disparaissant dans un vide central. Autour des bassins, les noms des 2977 victimes sont gravés dans des panneaux de bronze. C'est le National September 11 Memorial, inauguré en 2011, 10 ans, jour pour jour, après les attentats. On s'est rendu compte que pour mener à bien ce projet, il nous fallait définir des priorités. Avec le maire, nous avons compris que la priorité pour le 10e anniversaire était de terminer le mémorial. Il fallait un lieu de recueillement collectif. À côté se dresse le musée du 11 septembre, ouvert en 2014, qui abrite des milliers d'objets, de photos et de témoignages. Et dominant le tout, le One World Trade Center, une tour de 541 mètres achevée en 2013, le plus haut gratte-ciel de l'hémisphère occidental, un symbole de résilience. Chaque année, le 11 septembre, il y a une cérémonie de commémoration qui se tient justement sur le site, et les noms des victimes sont lus un par un pendant plusieurs heures. Et peut-être que tu l'as déjà vu, mais le soir, il y a 2 puissants faisceaux de lumière, le Tribute in Light, qui s'élèvent dans le ciel de Manhattan pour reproduire la silhouette des 2 tours disparues. On peut les voir à plus de 100 km et c'est l'un des moments les plus émouvants que New York offre chaque année. La traque d'Oussama Ben Laden, quant à elle, a duré près de 10 ans. Le 2 mai 2011, une équipe de la Navy Seals lance un raid sur une résidence à Abbottabad, au Pakistan, où Ben Laden se cache depuis plusieurs années. L'opération, baptisée Neptune Spear, dure 40 minutes. Ben Laden est abattu. Le président Barack Obama annonce la nouvelle au monde entier depuis la Maison-Blanche en pleine nuit. Après des échanges de coups de feu, ils ont tué Oussama Ben Laden et ont pris son corps. Dans les rues de New York et de Washington, des foules spontanées se rassemblent pour célébrer. À Ground Zero, des gens pleurent et s'étreignent. Pour beaucoup de familles de victimes, c'est une forme de justice, même si rien ne ramènera les disparus. Quant à Khalid Sheikh Mohammed, le cerveau opérationnel des attentats, il est arrêté au Pakistan en mars 2003 et transféré à Guantanamo. Son procès, sans cesse repoussé, a finalement débuté en janvier 2021 devant un tribunal militaire. 20 ans pour que la justice commence à suivre son cours. Alors on peut voir que l'héritage géopolitique du 11 septembre est immense. La guerre en Afghanistan, la plus longue de l'histoire américaine, s'est enfin achevée le 30 août 2021 avec un retrait chaotique et le retour au pouvoir des talibans. Donc 20 ans de guerre, des milliers de milliards de dollars dépensés, des dizaines de milliers de vies perdues pour finir exactement là où tout avait commencé. L'ironie est cruelle. Sur le plan intérieur, le 11 septembre a transformé durablement le rapport des Américains à la sécurité. Il y a des contrôles aéroportuaires renforcés, des surveillances de masse révélées par Edward Snowden en 2013 et la méfiance envers les institutions. Et finalement, un débat permanent entre sécurité et liberté civile qui n'est toujours pas résolu. L'héritage du 11 septembre, c'est enfin une leçon douloureuse sur la faillite du renseignement
la Commission nationale sur les attaques terroristes créée en 2002 a publié un rapport accablant en 2004. Elle a conclu que les attentats auraient pu être évités si les agences américaines avaient partagé leurs informations. Le FBI et la CIA détenaient chacun des pièces du puzzle, mais l'absence de communication entre elles a empêché de reconstituer l'image complète. Cette leçon a conduit à la création du Director of National Intelligence, un poste de coordination entre toutes les agences de renseignement. Paradoxalement, les attentats ont aussi renforcé la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme. Des conventions, des échanges de données et des opérations conjointes entre services de renseignement du monde entier ont été mises en place. Même si d'autres attentats tragiques ont marqué le monde depuis, notamment à Madrid en 2004 et à Paris en 2015, les États-Unis de leur côté n'ont pas connu d'attaque d'une ampleur similaire à celle du 11 septembre 2001. On peut voir que le 11 septembre, c'est bien plus qu'un attentat finalement. C'est un moment qui a redessiné le monde, changé des vies à jamais et dont les conséquences résonnent encore aujourd'hui. Et près de 25 ans plus tard, les cicatrices sont toujours là. Des familles n'ont toujours pas fait le deuil de leurs proches, des secouristes meurent encore de cancers liés justement aux poussières de Ground Zero et des guerres déclenchées par la colère de ce triste jour continuent de faire des victimes à l'autre bout du monde. Mais il faut rester optimiste parce que cette journée, c'est aussi celle du courage. Les pompiers qui montaient les escaliers quand tout le monde descendait, Rick Rescorla qui chantait dans un mégaphone pour sauver ses collègues, ou bien Todd Beamer et les passagers du vol 93 qui ont dit « Let's roll » en sachant qu'ils allaient mourir. Et enfin, il ne faut pas oublier les habitants de Gander qui ont ouvert leurs portes à des étrangers. Dans le pire, certains ont montré le meilleur. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire. À bientôt, peace.